ce 5e forum. Pour ce matinée, nous allons un peu réviser le sommaire de notre activité, comment la cinécoculture est née et comment c'était introduit en Afrique, notamment au Burkina Faso, et comment ça s'est développé aujourd'hui, quels sont encore les challenges, les défis, et qu'est-ce que nous allons s'attaquer pour construire le futur ensemble. Et pour commencer, quand on parle de problèmes environnementaux, surtout d'agriculture, il y a toujours l'image des médias qui diffusent beaucoup d'images de problèmes de monoculture à grande échelle. Pourtant, c'est vrai, la monoculture à grande échelle consomme beaucoup d'énergie, ça détruit massivement l'écosystème, mais qui ne représente que, par exemple, 20% des pratiquants de secteur agricole. Et pour le reste, 80%, surtout le cas en Afrique, ce sont plutôt des petits pays, jusqu'à maximum moyenne échelle, c'est-à-dire l'agriculture familiale qui cultive vraiment à côté de son jardin, mais qui sont vraiment nombreux. Et au niveau de population, ça peut attendre dans certains pays africains, ça peut occuper 80% de la population. Et pourtant, ces petites pratiques, quand ça s'accumule, ça donne vraiment un effet global d'inversion de l'écosystème, ce qui est connu comme la théorie de l'écosystème, comme state shift, l'effondrement de l'écosystème global. Ici, on a la présentation d'écosystème qui est comme le brick, que les briques sont enchaînées. Et ça, c'est un peu l'analogie de chaîne d'alimentation, si vous voulez, que les espèces s'entraident et aussi le réseau trophique passe par une espèce alimentaire pour éventuellement construire le système, le feedback et la résilience même de système. Et quand vous faites l'agriculture, juste cultiver une seule espèce, qu'on a le rendement. Et quand on a la démographie, la croissance démographique qui est vraiment importante, d'ici 2045, on va attendre 9 milliards de population. Il est certain qu'à certains points, nous allons tout détruire l'écosystème global. Donc cet effet est connu par l'effondrement de l'écosystème global. Et on attend certainement quelques points avant 2045. C'est-à-dire quand on creuse la terre, quand on cultive la terre, on détruit la végétation et comme conséquence, ça fait émettre les carbone dans la terre, dans l'atmosphère. Et ce qui est estimé que ça donne 1 à 1,5 milliard de tonnes de CO2 annuellement qui sont produits à cause de ces conversions de terre. Et ça représente une équivalence de 200 millions de voitures, l'émission de gaz à effet de serre, 200 millions de voitures par an. Et pour le moment, on n'a pas de savoir-faire comment on peut traiter ce problème. Et cette émission-là, c'est même pas dans l'accord de Paris. Donc vous voyez, quand on essaie de réguler l'émission par la diplomatie, il faut d'abord la mesure, mais cette mesure-là, c'est encore très biaisé. On a encore 200 millions de voitures par an équivalent de gaz qui sont perdus de notre terre, rien que dans les zones sahéliennes, et on n'a même pas encore chiffré ça. Voilà un peu le contexte. Et pour prendre la mesure vraiment constructive à ce problème, c'est l'agriculture à petite échelle. Les petits paysans qui doivent convertir ces pratiques d'une façon qui ne détruit pas l'écosystème, surtout arrêter de cultiver le terrain et plutôt de remplir par la végétation, couvrir bien la végétation et continuer que ces végétations entièrement couvertes croissent et à partir duquel on peut avoir le rendement. Et ça, c'est le concept de cinécoculture. Ici, c'est l'image de champ de cinécoculture qui a débuté au Japon en 2009-2010. C'est le premier champ de cinécoculture dans le monde. On est situé dans la zone tempérée, donc le climat est un peu différent. On a l'été un peu chaud qui monte jusqu'à 33-35 degrés, mais pas plus.
pendant l'hiver, ça peut aller jusqu'à -2, -5, juste pour quelques jours, donc ça gèle aussi. Mais ce que vous voyez ici, en fait, c'est le champ de novembre. Donc normalement, on a la température de à peu près 10 degrés, que d'autres champs de monoculture qui est à l'intérieur se forment, donc c'est après la récolte, donc il n'y a pas de végétation autour. Alors que dans le champ de cinéculture, on a à l'ensemble des plus de 2000 espèces plantes comestibles qui sont en concurrence et en symbiose. Donc c'est un peu l'image. Et le principe, c'est le pratique qui construit l'écosystème au lieu de détruire et en tirer la productivité par la monoculture. C'est en fait le concept complètement opposé de monoculture. C'est la polyculture mixte de haute densité. On associe plus de 200 variétés d'espèces comestibles de plantes, donc y compris tous les produits maraîchers, des légumes, des arbres fruitiers, et aussi des herbes médicinales, et d'autres plantes utiles comme les bambous aussi, ça sert comme matière de construction par exemple. Et essayer d'avoir le maximum de couverture du sol afin de protéger et en plus construire la surface du sol. Beaucoup d'écologistes qui ont étudié sur la synécologie, donc de bien la dénomination de synécoculture. La synéculture, c'est l'agriculture à la base de synécologie. La synécologie, c'est le champ d'écologie qui étudie sur les relations entre plusieurs espèces. Donc, ce n'est pas juste la monoculture qui étudie la réaction, la croissance d'un seul plante par rapport à l'environnement. C'est toujours au sein d'un environnement ouvert, mais qui essaye d'étudier la relation entre plusieurs animaux et insectes et plantes et microbes, tout cela dans son ensemble en tant que système complexe. C'est un peu le schéma que je viens d'expliquer. Donc, à la base, il y a toujours la biodiversité, à partir duquel on a l'émergence des fonctions de l'écosystème, à partir duquel on tire en fait les services écosystémiques, comme les aliments, comme les services de régulation du climat, même culturel, spirituel, et aussi le support donc, qui soutient notre vie aussi. Et la stratégie de synécoculture, c'est justement d'utiliser ce cycle d'émergence et d'augmentation. J'ai nommé ça augmentation parce que c'est le côté humain qu'on peut jouer sur ça. Pour garantir qu'on ait le service écosystème technique d'une manière durable, il faut investir au fond sur la biodiversité. Donc on ne sait pas encore complètement pourquoi la biodiversité exerce leurs fonctions et dirige vers les services écosystémiques techniques. C'est encore la boîte noire. Mais ce qu'on sait par la synécoculture, c'est qu'en investissant au fond sur la biodiversité, on peut avoir certains contrôles sur ce processus d'émergence qui enrichit les services écosystémiques et qui éventuellement prend un cercle que ce cycle peut devenir vraiment durable. Des choux par exemple, mais il y a quelques fruits que peut-être vous ne connaissez pas, c'est assez spécifique à la zone tempérée. Donc il y a plus que 200 espèces de produits comme ça. En tant que la productivité, on a beaucoup de rendement qui est asynchronisé à partir du champ de synécoculture de 1000 m² au Japon. Ce que vous voyez ici, c'est en fait combien on a vendu au marché local. Et vous voyez, par rapport à l'axe de temps, la date, comme ça, il n'y a pas de synchronisation. C'est pas que vous faites la monoculture et vous allez récolter un jour défini 200 tonnes de tomates. Donc, il y a un moment donné que vous allez récolter certaines espèces ici, mais pas d'autres. Et le mois prochain, vous allez récolter d'autres espèces, mais pas le précédent. Donc, c'est assez difficile de construire le marché avec la régulation sur la qualité, surtout sur la forme. On ne peut pas dire que notre tomate a cette taille
qu'on aura des récoltes de cette espèce exactement à cette date, mais c'est un peu comme le marché des actions. Vous allez investir, vous avez le rendement. Et si vous arrivez à un peu accumuler l'ensemble de ce que vous avez dans le champ, vous arrivez quand même à construire le marché local qui est suffisamment, même plus productif que le système conventionnel. Fluctuation, ce qui est l'axe horizontal vers la droite, vous avez plus de diversité des produits. C'est-à-dire quand le climat fluctue, il y a beaucoup de différentes conditions qui apparaissent dans le champ. Donc si vous avez 200 espèces qui vivent dans le même champ, il y a un ensemble, sous-ensemble d'espèces qui trouvent cela plutôt confortable et qui essayent de gagner leur place à certains moments donnés. Donc ça c'est vraiment l'opposé de monoculture. La monoculture, quand il y a la fluctuation, quand il y a l'anomalie météorologique, ça baisse la productivité. Et la synécoculture, on peut en fait en profiter de cette anomalie pour avoir plus de conditions diverses dans notre champ. C'est toujours le même plan partout. Mais dans la situation de polyculture mixte et dense, c'est-à-dire qu'on a acquéri le terrain abandonné de monoculture de thé et on a défriché la moitié et introduit 50 espèces des légumes, des arbres fruitiers et mettre en compétition avec les arbres du thé. Et on a produit ce thé qui est vendu maintenant au Japon. Et on a fait l'analyse des composants phytochimiques. Voici un peu le résultat comparatif entre le thé de synécoculture et le thé conventionnel qui était produit dans la même région. Et ça, ce sont les composants affichés sur le chemin de notre métabolique. Donc c'est un peu comme ça les réactions chimiques se comportent dans notre cellule. Et tout ce qui est souligné en orange, ce sont les composants qui ont donné plus d'expression dans le thé synécologique que conventionnel. On fait des séances d'entraînement pour les gens âgés au Japon et qui ont la difficulté de mener la vie quotidienne au niveau de mobilité, donc juste de se lever. Quand on est vieux, on a la difficulté. Aussi pour la capacité cognitive, c'est-à-dire de parler, de communiquer, voilà, la capacité sociale en général. Et en janvier, c'était un forum organisé par un ONG local qui s'appelle ECO, où j'ai rencontré André Tinato. Et le but d'introduire la synécoculture dans le Sahel, au début c'était pour la raison théorique, c'est-à-dire que d'ici jusqu'à 2050, on a la croissance d'émissions de gaz à effet de serre venant du secteur agricole et beaucoup de cette hausse d'émissions de gaz à effet de serre est due par les populations africaines, surtout subsahariennes, et aussi les asiatiques. Donc 2/3 de cette émission de gaz à effet de serre va être produit de cette région et aussi de l'Asie du Sud-Est, un peu comme ça, cette région encerclée en rouge. Et c'est là aussi qu'on a beaucoup de difficultés de renforcement de communautés. Il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup de fluctuations par rapport au changement de climat. Et donc c'est là qu'on a beaucoup de problèmes en tant que système complexe. Donc ce que j'ai pensé, c'est si on arrive à monter un modèle qui marche dans le Sahel, par exemple au Burkina, ça peut être une solution pour tout le monde, non seulement tout autour du Sahel, mais aussi pour les Asiatiques aussi. On peut s'appuyer sur ce modèle. Bien sûr, l'implémentation concrète va être différente par rapport à la structure sociale, mais le principe de base, comment créer le champ de synécoculture et comment accéder au marché, comment maintenir ce système de production, j'estime qu'il y a quelque chose d'universel. Dirigé par Boimandi, on a commencé la première expérience juste 2-3 ans après ma visite. Donc c'était en mars 2015, on a eu cette photo.
Et juste dans un an, on a eu ces résultats qu'à partir du terrain inculte, on arrivait à reconstruire l'écosystème, bien que ce terrain inculte, si on laisse à l'état naturel sans rien faire, ça reste comme le terrain inculte. Et avec la synécoculture, avec l'introduction intensive de 150 espèces comestibles, on arrivait quand même à reboiser massivement en masse de végétation. Et puis ça continue. Donc on maintient la production et ça maintient la couverture par la végétation jusqu'à aujourd'hui. Alors ça c'est après un an. Et ça, c'est en 2017, pendant la saison pluvieuse. C'est situé à l'est de Burkina Faso, dans la région de la Tapua. Et ça, c'est pendant la saison sèche. C'est toujours le même champ. Et même pendant la saison sèche, on a un système d'irrigation et ça maintient vraiment la verdure comme ça, et ça ne change pas entre la saison pluvieuse et sèche. Et c'est vraiment productif. Et ça consomme certainement l'eau, bien sûr, mais le taux de profit par rapport au coût de l'eau investie, c'est vraiment énorme. On a presque 90 fois plus d'efficacité par rapport au produit divisé par coût de l'eau. Et même pendant la saison sèche, on a à peu près 35 fois plus de profit que le coût investi pour l'eau. Voilà quelque chose de très intéressant, c'est que la production en soi, c'est très prometteuse. On peut continuer comme ça, mais en même temps, il faut réfléchir comment on peut impacter l'économie locale, parce que quand on a produit les produits maraîchers, ça reste comme produits maraîchers. On ne peut pas les laisser périmer dans le champ, donc il faut les vendre, il faut avoir la chaîne de distribution, même avec la valeur ajoutée, et comment on crée ce cercle économique et maximiser l'impact économique à partir de l'écosystème qu'on a construit. Et c'est ça qui est vraiment important à cette phase. Comme on sait que ce système de culture marche, il est maintenant question de comment on peut convertir comme système économique. Et pour ça, ce qui est rassurant, c'est qu'avec ce niveau de production qu'on a réalisé à la Tapua, si 1% de population burkinabé introduit ce système, et si on a le même taux de rendement et que ces produits ont été distribués localement, au niveau d'impact économique, ce pays peut vraiment éradiquer la pauvreté. Juste 1% de population qui introduit la synécoculture et le marché construit. Les abeilles qui pour la pollinisation, par exemple, et on peut détecter quelle plante est importante pour maintenir votre culture synécologique. Parce que les plantes on dit, les espèces centres, c'est quelque chose qui maintient la résilience de votre champ. Et aussi Carlos Andrettinano qui a collecté plus de 800 espèces de plantes utiles, potentiellement introduisibles dans le Sahel. Donc on a 800 choix, plus de 800 choix de plantes pour construire votre champ synécologique. Et à partir duquel, ça ne s'arrête pas là, on a fait associer plus de 15 000 espèces qui vont potentiellement interagir avec votre champ. Donc si vous allez construire le champ de synécoculture, vous allez concevoir comment ce serait par rapport à ces 15 000 espèces animales et plantes et qui va proposer effectivement votre champ et qui va devenir une source de productivité. On a monté un projet avec UNESCO en vue d'avoir l'officialisation de programme au sein de l'Union africaine. Donc c'est Maurice Takou qui va présenter pendant ce forum et nous allons solliciter de monter un document, ce qu'on appelle Information Document, qui va être consulté par la Convention de diversité biologique. Donc c'est ça en fait. Et on a vite perdu l'accessibilité au marché. Vous voyez ce déclin. On produit encore quand même 20 fois, 65 fois plus que le conventionnel, ce qui est beaucoup. Mais quand même, on devait payer pour le frais de sécurité. Donc c'est Sony qui a soutenu ces frais, qui a fait remonter un peu le cours de vente. Mais à l'état présent, on n'est pas
Donc, vous voyez ici la dimension de renforcement de communauté est très importante. Même si on a le système bien établi au niveau de production, sans avoir le traitement sur l'accessibilité au marché et éventuellement construire la chaîne de valeur, on ne peut pas s'épanouir, on ne peut pas maximiser le profit qu'apporte la cinécoculture. Et c'est pour cela que j'ai invité à ce 5e forum beaucoup d'intervenants qui pourraient potentiellement résoudre en collaboration avec nous ces problèmes-là. Donc, au cours de ces 2 journées, vous allez découvrir notre discours, notre échange, et j'espère bien avoir une synthèse vraiment constructive vers le futur avec vous. Voilà, merci beaucoup. C'était la présentation un peu vite, donc on a quand même travaillé pendant à peu près 5 ans. Donc si vous voulez plus de détails, toutes les données sont publiées, comme les actes de colloque de ces derniers 4 forums. Et on a aussi le site qui contient toutes les publications. Nous avons aussi le manuel de cinécoculture en français pour commencer votre champ. Il est impératif que vous consultez à là. On a aussi un article sur Nature sur les perspectives, comment on peut utiliser la cinécoculture pour résoudre le problème global. Je m'arrête là. Merci beaucoup.